Mystic-Lire Énergie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le bureau du bizarre. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il est possible de perdre toute une planète qu'on avait pourtant théorisée avec soin. Et nous verrons aussi que toutes les planètes théoriques ne se valent pas. Pour ce faire, venez, enjambons les 19e et 20e siècles. Du verbe enjamber, on n'est pas dans une charcuterie. Vulcain, un astre derrière l'anomalie. Commençons au milieu du 19e siècle. Dans le grand livre d'astronomie de Newton, tout tourne comme une horloge. Tout, sauf Mercure. Son orbite avance un petit peu trop vite, d'environ 43 secondes par siècle, et ça c'est beaucoup pour les astronomes. Les calculs sont faits et refaits, on tient compte de toutes les planètes connues, on pèse chaque attraction gravitationnelle et rien n'y fait. Ça ne colle pas, ça ne marche pas. Pas question pour autant de se débarrasser du modèle de Newton, bien trop efficace. Quand les faits contredisent la théorie, changez les faits. C'est une formule que l'on prête volontiers à Albert Einstein. Alors, l'attribution est un peu abusive, elle ne figure nulle part dans le travail du physicien, mais en l'occurrence, elle reflète comme un fond de vérité. 2 décennies avant l'affaire Vulcain, c'est exactement ce que les astronomes ont fait en prédisant par le calcul un changement important dans le système solaire. La découverte de Neptune est l'un des plus grands triomphes de l'astronomie prédictive. En effet, dans les années 1830-1840, les astronomes constatent que l'orbite d'Uranus présente de petites anomalies que la gravitation newtonienne, appliquée aux planètes connues, n'explique pas. 2 mathématiciens, John Couch Adams en Angleterre et Urbain Le Verrier en France, calculent indépendamment la position probable d'une planète inconnue dont l'attraction pourrait expliquer ces perturbations. Pour conserver la théorie, on se met en quête d'un fait nouveau, et pas des moindres, une planète séculottée. Le 23 septembre 1846, Le Verrier envoie Johann Galle à l'Observatoire de Berlin les coordonnées qu'il a obtenues par le calcul. Le soir même, Galle et son assistant Heinrich d'Arrest pointent leur télescope vers la zone indiquée et trouvent, à moins d'1 degré de la position prédite, un point qui se déplace. Neptune venait d'être découverte. C'est l'un des rares cas où un objet céleste a été trouvé par le calcul avant observation. Cette recette formidable, Urbain Le Verrier entend la répéter avec le cas mercurien sur lequel il s'était déjà penché sans succès auparavant. Et c'est ainsi qu'après avoir proposé le nom de Neptune, il vient avec l'idée qu'un ou plusieurs corps célestes plus proches du Soleil sont la cause de la précession anormale du périhélie de Mercure. En 1859, un médecin et astronome amateur de la Beauce, Edmond Lescarbot, écrit à Le Verrier qu'il a vu un point passer sur le disque solaire le 26 mars. Le Verrier y voit la confirmation tant attendue et début 1860 annonce l'existence de Vulcain à l'Académie des sciences. Il passera ses dernières années à tenter de la retrouver afin de l'observer et de faire la découverte définitive. Mais il meurt en 1877. Vous ignoriez peut-être que sans Urbain Le Verrier, astronome français, la planète de Monsieur Spock dans Star Trek aurait probablement un nom différent. On apprend des choses formidables tous les jours dans le bureau du bizarre. Abonne-toi. Pendant des décennies, on guette. Éclipses, transits, observations contradictoires. Lors de l'éclipse de 1878, 2 astronomes réputés jurent avoir vu des points noirs près du Soleil. La vérification montrera qu'il s'agissait de simples étoiles de fond. Bref, malgré les prédictions, malgré la recherche, les contre-observations, tout l'arsenal empirique des sciences, Vulcain résiste à ses aspirants découvreurs. La théorie était pourtant précise et dûment validée par d'autres experts. La planète avait une masse, une taille, une vitesse, une orbite, et c'est cette précision qui la condamnera finalement au bout de 55 ans. Einstein referme le dossier. Automne 1915.
Dans une salle de l'Académie de Prusse, Albert Einstein présente sa relativité générale. Ces équations font disparaître le mystère. L'excédent de Mercure est une simple conséquence de la courbure de l'espace-temps. Les 43 secondes sortent tout seuls du calcul. Pas besoin de planète cachée, et voici Vulcain qui s'évapore. Et personne de sérieux ne s'en offusque. Car c'est ça la méthode. Une hypothèse provisoire s'efface quand une explication plus générale, plus économe et plus prédictive prend la relève. La contribution de Le Verrier et de tous ceux qui cherchaient à voir Vulcain était légitime et précieuse. Et la résolution par Einstein ne leur fait aucun affront. Il était normal de commencer par tester l'hypothèse disponible. C'est un calcul mathématique qui a permis de savoir où chercher Neptune. Et c'est aussi par le calcul, par la théorie, que l'on a su qu'il n'était pas utile de chercher Vulcain. Nous avons perdu une planète et en échange, nous avons gagné un modèle du système solaire plus efficace. C'est pas si mal. Mais saviez-vous qu'une autre planète du système solaire avait été plus ou moins théorisée? Nibiru, invention, prophétie et fiasco. 1976, le journaliste Zecharia Sitchin, diplômé en économie, invente Nibiru dans son livre La 12e planète. Selon lui, cet astre massif suivrait une orbite extrêmement allongée qui le ramènerait à proximité de la Terre tous les 3600 ans. Invisible la majeure partie du temps, il se tiendrait aux confins du système solaire avant de croiser l'écliptique et de frôler notre planète, provoquant dans le passé des bouleversements climatiques et géologiques majeurs, comme le déluge ou des ères glaciaires. Nibiru, dans ce récit, n'est pas seulement un objet céleste, ce serait aussi le foyer des Anunnaki, une civilisation extraterrestre, mesdames et messieurs, qui il y a des millénaires serait venue sur Terre pour exploiter ses ressources et aurait joué un rôle décisif dans l'émergence des cultures antiques, de Sumer à l'Égypte. Vous avez peut-être reconnu une théorie néo-évémériste qui consiste à donner aux divinités une origine historique et à réécrire l'histoire des peuples anciens, ici avec une épaisse sauce ufologique qui colle un petit peu à la casserole. Sitchin affirmait tenir ces informations de sa propre lecture des textes sumériens et akkadiens, notamment l'Enuma Elish et certaines listes royales qu'il traduisait en y voyant des descriptions astronomiques codées. Il interprétait littéralement des mythes, en particulier celui de Marduk, qu'il identifiait à Nibiru, planète voyageuse, venue d'ailleurs. Des sceaux et bas-reliefs mésopotamiens lui servaient également de preuves qu'il lisait comme des représentations du système solaire comprenant un astre supplémentaire. Les vrais assyriologues et historiens de l'astronomie rejettent ces interprétations. Ces traductions ne correspondent pas au sens reconnu des textes et le terme Nibiru désigne, selon les contextes, un point du ciel, souvent l'étoile Régulus ou la planète Jupiter, ou encore une notion de croisement sans rapport avec un corps massif caché. Aucune observation moderne ne confirme l'existence d'un tel objet et ses caractéristiques supposées sont incompatibles avec les lois connues de la mécanique céleste. Les calculs ne sont pas bons, Zecharia, et la théorie ne tient pas. Nibiru est une pure invention pseudo-scientifique, ce qui n'empêche pas les continuateurs de Sitchin de faire des prédictions. Il n'est pas tout à fait comme Le Verrier avait prédit l'emplacement de Neptune par des calculs vérifiables. En 1995, Nancy Lieder, une femme qui prétend parler avec des extraterrestres, quelle chance elle a, affirme sur son site internet que Nibiru surgira le 23 mai 2003, provoquant l'arrêt de la rotation terrestre pendant 5,9 jours, des cataclysmes et la fin de la majeure partie de l'humanité. Ce n'était pas une très bonne nouvelle. Quand le cataclysme n'arrive pas, Nancy Lieder se rebelle. Elle affirme avoir menti sur la date afin de se moquer de l'establishment et a refusé catégoriquement de délivrer la vraie date prochaine de la vraie fin du monde bientôt, et ça c'est quand même très balèze.
on n'a plus beaucoup de nouvelles de Nancy depuis. Dans le petit monde des croyants en Nibiru, les prédictions fleurissent et beaucoup choisissent la date du 21 décembre 2012. La proximité de la fin du calendrier Maya est un peu trop tentant, c'est une trop belle occasion, alors on va en profiter. Ces histoires ont attiré beaucoup d'attention, on a pu vendre beaucoup de papier et de temps de cerveau disponible, mais la fin du monde n'a pas eu les effets escomptés. Peut-être que vous me regardez depuis une date qui montre que ces prédictions n'étaient pas exactement correctes. C'est bien ce qui me semblait. Vers 2016, c'est un numérologue chrétien, David Meade, qui annonce l'arrivée de Nibiru pour le 23 septembre 2017. Et grâce à des calculs basés sur la Bible et les mensurations des pyramides de Gizeh. Pourquoi pas? Lorsque l'échéance fut décevante, David Meade proposa le 5 octobre, en date bonus, tout en précisant qu'il fallait s'attendre à une éclipse solaire, à des attaques nucléaires, à des séismes et bien sûr un basculement de l'axe terrestre. Quand le 5 octobre est passé, un autre théoricien a annoncé le 19 novembre. Plus tard, il est passé au 12 avril 2018. Il est probable que tout un tas de gens continuent de proposer des dates sorties de leur chapeau, et un jour, peut-être par chance, un cataclysme épouvantable se produira, et l'un d'entre eux, en regardant son calendrier, pourra s'émerveiller, une joie intense au cœur et dire qu'il avait fait la bonne prédiction. Mais entre nous, est-ce que cela voudra dire qu'il avait raison? Eh bien, je crois que vous savez que non. L'Antiqueton, l'ancêtre antique de Nibiru. Bien avant Sitchin, les Grecs avaient déjà imaginé un astre invisible dissimulé de l'autre côté du Soleil. Chez les Pythagoriciens, 5e siècle avant notre ère, on l'appelait l'Antiqueton, littéralement la contre-terre. L'idée n'était pas née d'un calcul astronomique précis, mais d'un raisonnement numérologique, en fait. Pour eux, l'univers devait être ordonné en 10 corps parfaits. Soleil, Lune, 5 planètes connues, Terre, feu central, et quelque chose pour compléter, parce qu'il fallait qu'on ait 10, parce que c'est comme ça. Ce quelque chose, ce fut la contre-Terre, située à 180 degrés de nous, toujours masquée par le Soleil. Contrairement à notre vision moderne, ni la Terre ni l'Antiqueton ne tournaient autour du Soleil, mais toutes deux orbitaient autour d'un feu central, un astre distinct du Soleil que nous voyons dans le ciel. Le Soleil visible n'était qu'un miroir réfléchissant la lumière du feu central vers nous. L'Antiqueton se trouvait donc à l'opposé de la Terre par rapport à ce feu central, recevant directement sa lumière, mais demeurant invisible depuis notre position. L'idée, reprise par Aristote dans des Célos, fut surtout un objet de spéculation philosophique et cosmologique, et pas vraiment un programme d'observation. Mais elle avait une qualité fatale: l'invérifiabilité par construction. La contre-terre était définie comme impossible à observer. Et ça, c'est pratique, mais c'est chiant. Au fil des siècles, l'Antiqueton s'estompe dans l'astronomie savante, mais refait surface épisodiquement dans la littérature et au XIXe siècle dans la presse populaire. Camille Flammarion, dans ses chroniques astronomiques et dans Uranie, imagine une planète jumelle de la Terre, peuplée d'êtres humains inconnus. D'autres y voient une explication commode à divers phénomènes célestes mal compris. Le XXe siècle lui redonne un souffle pseudo-scientifique. On la retrouve dans des spéculations ufologiques ou ésotériques, toujours avec le même argument massu: si elle existe, vous ne pouvez pas la voir, puisque le Soleil la cache en permanence, donc elle existe, et vous ne le savez pas, mais nous on le sait, parce que nous on le sait. Fin de citation. Ce schéma est exactement celui de Nibiru: placer l'objet dans une zone inaccessible à l'observation directe, puis utiliser cette inaccessibilité comme preuve qu'il est bien là et que les autorités nous le cachent. Double immunité, double irréfutabilité. Les acheteurs en redemandent, mais du baratin reste du baratin. Les astres spéculatifs.
Vulcain et Nibiru ne sont pas les seuls astres fantômes de l'histoire. Le XXe siècle en a produit sa propre galerie, avec des fortunes très variables. Dans les années 1990, l'astronome Tom Van Flandern imagine une planète V, jadis située entre Mars et Jupiter, qui aurait explosé pour donner naissance à la ceinture d'astéroïdes. L'hypothèse séduit par son côté roman catastrophe, mais les modèles dynamiques montrent vite que la ceinture peut se former naturellement à partir de débris jamais agrégés, pas besoin de planètes pulvérisées. La fameuse planète X, elle a une histoire en 2 actes. Au début du XXe siècle, Percival Lowell calcule une planète au-delà de Neptune pour expliquer de petites anomalies dans l'orbite d'Uranus. Percival Lowell, vous le connaissez peut-être parce que c'est lui qui a un petit peu halluciné en dessinant des canaux martiens qui ont fait couler beaucoup d'encre. Bon. En 1930, Clyde Tombaugh découvre Pluton, qu'on prend d'abord pour la planète X, avant de constater qu'elle est bien trop légère pour causer ces perturbations. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais l'idée a rebondi, regardez bien. Il y a en quelque sorte une véritable planète 9. Bon, en tout cas, une vraie théorie proposée en 2016 par les astronomes Konstantin Batygin et Michael E. Brown, qui, bien que toujours très spéculative, repose sur des indices observationnels concrets. Un regroupement inhabituel des orbites de plusieurs objets transneptuniens très éloignés du Soleil, dont le périhélie pointe dans la même direction et dont les plans orbitaux semblent étrangement alignés. Cette configuration improbable pourrait être expliquée par l'influence gravitationnelle d'une planète massive, estimée à environ 10 fois la masse de la Terre, sur une orbite très allongée, distante de 400 à 800 unités astronomiques au périhélie, et d'une période de l'ordre de 10 000 à 20 000 ans. Mais ici, l'hypothèse ne se contente pas d'un récit, elle produit des prédictions chiffrées et vérifiables. Ces auteurs ont publié les zones peu trop large, du ciel où la planète pourrait se trouver, ainsi que la luminosité attendue selon sa taille et sa distance, permettant aux télescopes terrestres et spatiaux de la rechercher. Les limites sont claires. Si, après avoir fouillé ces régions jusqu'à la magnitude prévue, aucun objet ne correspond aux caractéristiques attendues, l'hypothèse devra être abandonnée ou profondément révisée. Cette transparence méthodologique fait toute la différence. La planète 9 joue le jeu de la réalité en acceptant d'être confirmée ou réfutée par l'observateur. Nibiru, elle joue à cache-cache. Elle change d'orbite, de nature et même de date de passage chaque fois qu'elle échoue à se montrer. Toutes les théories, même les plus spéculatives, ne se valent pas. Enfin, dans les années 1980, naît Némésis, une étoile naine, compagne hypothétique du Soleil, supposée passer périodiquement par le nuage d'Oort et déclencher des pluies de comètes responsables d'extinctions massives. L'idée est testée directement grâce aux relevés infrarouges IRAS et WISE et finit par être écartée faute de détection. Némésis bonjour, Némésis au revoir. C'est sympa d'être passé nous voir. Conclusion. Ces affaires d'astres spéculatifs montrent qu'une hypothèse peut mourir proprement quand la recherche est menée à découvert, avec des prédictions vérifiables. Il y a de l'honneur à proposer des idées nouvelles quand on sait fournir avec elles, dans le même geste, les conditions de leur réfutation. Vulcain a été une béquille, un objet utile dans le modèle en vigueur, et donc crédible aux yeux des spécialistes qui ont eu raison de considérer son existence comme possible. Jusqu'à ce qu'Einstein change la donne et fasse de Vulcain une hypothèse plus coûteuse qu'utile. Nibiru, en revanche, est dégénérative dès le départ. Elle est une histoire farfelue, imaginée sans aucun égard pour les connaissances établies, sans aucun effort pour présenter une once de crédibilité auprès des spécialistes et en constant bricolage contre les échecs prophétiques de ses adorateurs. Nous voyons bien que ces deux idées fausses n'ont pas du tout la même valeur. Il y a des idées fausses et puis il y a les balivernes prétentieuses qui ne peuvent espérer séduire que des esprits déjà en conflit avec la vision scientifique du monde.
et qui font des victimes bien commodes pour les baratineurs de toutes les époques, en 1860, comme en 1976, et peut-être même au-delà. Mais espérons que non. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pensez à la partager si elle vous paraît utile, activez la cloche, abonnez-vous, merci beaucoup à ceux qui soutiennent ce travail via les plateformes de financement. J'ai dit l'essentiel, prenez soin de vous, c'est le principal, et prenons soin des idées que nous acceptons de mettre dans notre tête, parce qu'il y a des planètes comme ça qu'on a réussi à imaginer alors qu'elles n'étaient pas là. C'est un niveau d'erreur qui doit nous rendre humbles. À très bientôt, chers amis, dans le bureau du bizarre.